sommes d'une certaine manière une communauté de praticiens. On se retrouve à la mer, marine nationale, marine marchande, on est ensemble et nous sommes dans les mêmes zones de friction, de tension. On le voit aujourd'hui avec les routes maritimes qui sont perturbées, qui sont même dangereuses. En fait, on travaille ensemble et on a une communauté de vues. Et c'est ça qui nous intéresse énormément, partager les compétences mutuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Connaissez-vous vraiment les armements français? Nous sommes aujourd'hui au cœur de la base navale de Toulon pour découvrir un armement que beaucoup ne soupçonnent même pas, mais qui offre un éventail de débouchés colossal, la Marine nationale. Alors pour cette redécouverte, nous sommes accueillis aujourd'hui par le capitaine de vaisseau Éric Girard. Bonjour Éric. Bonjour Émeric. Alors Éric, vous êtes capitaine de vaisseau de réserve en charge du monde maritime au sein du pôle de cohésion nationale. Mais alors, ne soyez pas surpris par cet épisode consacré à la marine nationale, car si la marine marchande est bel et bien le cœur de notre métier, nos deux marines ont toujours été intimement liées, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, bonjour Éric, merci vraiment infiniment de nous recevoir ici dans ces lieux très fermés pour redécouvrir les passerelles des métiers et les possibilités de migration et de collaboration entre la marine marchande et la marine nationale. Vous êtes actuellement en charge du domaine maritime au sein du pôle de cohésion nationale, comme on disait précédemment, qui lui-même a pour objectif de dynamiser le volontariat dans la réserve au profit de la marine nationale. Donc tout cela implique que vous êtes en charge de la promotion des métiers et du rayonnement de la marine nationale. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre parcours et nous expliquer clairement votre mission? Merci Émeric. Eh bien, on est ravis de vous accueillir ici. C'est une base navale en effet, mais c'est une base navale française. D'accord. Donc faite pour accueillir également les visiteurs et les médias. Alors moi, ma carrière, elle est essentiellement tournée sur la mer. J'ai navigué pendant quasiment 20 ans sur 12 bateaux différents, des bâtiments de combat. J'ai été chef de service, mais également commandant de ces mêmes bateaux. D'accord. Et j'ai ensuite eu la chance de pouvoir diriger une école d'officiers pour assurer la relève des plus jeunes. Donc c'était particulièrement intéressant de voir ces belles têtes en devenir qui sont maintenant aux commandes des bateaux de la marine. Et j'ai servi en fin de carrière au sein des états-majors, auprès des hautes autorités politiques et militaires, ce qui m'a donné une perspective, disons, plus globale des enjeux maritimes pour la France et notamment pour la Marine nationale. Donc un vrai parcours de navigant, complété par une expertise à terre sur la formation des métiers. Mais comme dans tous les métiers, dans toutes les grandes boîtes, vous pratiquez, puis ensuite vous expertisez d'une certaine manière. Donc ça a été un parcours assez classique. Et en ce qui concerne le pôle de cohésion nationale, donc vous l'avez dit, en effet, ce sont des structures marines, composées essentiellement de réservistes, dont l'objectif est de créer des bassins de recrutement, des viviers de recrutement et de compétences. Parce que la demande est forte, parce que la marine, comme toutes les entités militaires et étatiques, a besoin de ces compétences extérieures. D'accord. Et c'est bien l'objet de la mise en place du bureau de domaine maritime du pôle de cohésion nationale que j'anime. Mon boulot spécifique, si vous voulez, c'est de retisser, de recréer ou de consolider les liens entre marine marchande et marine nationale. C'est également d'apporter la vision de la marine, partager la vision de la marine avec les grands armateurs de France et les grandes compagnies maritimes ou les grands acteurs français. C'est de soutenir le secrétariat général pour la mer dans une feuille de route qu'il a définie après l'étude émise par le rapporteur du budget de la marine, le député M. Chenevard, sur le concept de flotte stratégique et enfin d'analyser au sein de la marine les postes qu'on peut entrevoir pour les officiers de marine marchande. Donc, en clair, vous proposez aux marins marchands de rejoindre vos équipes pour un échange de savoir-faire. Oui, ça va même au-delà en réalité, parce que nous sommes d'une certaine manière une communauté de praticiens. On se retrouve à la mer, marine nationale, marine marchande, on est ensemble et nous sommes dans les mêmes zones, entre guillemets, de friction, de tension. On le voit aujourd'hui avec les routes maritimes qui sont perturbées, qui sont même dangereuses. En fait, on travaille ensemble et on a une communauté de vues. Et c'est ça qui nous intéresse énormément. Ce qui nous intéresse, c'est de partager les compétences mutuelles. Alors, si effectivement on a quand même une base de formation
qui est certainement très similaire, il y a quand même des spécificités qui sont différentes. Les compétences et expertises marchandes, ce serait une valeur ajoutée importante dans votre développement ? Oui, en effet, parce qu'en réalité, un bateau, c'est quand même une coque avec une propulsion, avec de l'hydraulique, de l'énergie de puissance. Donc, il y a beaucoup de troncs communs, ne serait-ce qu'en formation, mais également même dans l'expression professionnelle au quotidien. Un bateau de guerre, certes, a des munitions et des spécificités particulières, du type hélicoptère, du type transmission très particulière. Mais ces compétences-là sont facilement, entre guillemets, entretenues au sein de la Marine nationale. En revanche, il y a des compétences rares que la marine marchande possède, enfin dont les officiers de marine marchande sont dotés, et ces compétences nous intéressent au plus haut point. D'accord. Il n'est pas très compliqué de comprendre que, par exemple, les travaux sous-marins à grande profondeur, les drones à grande profondeur, la politique câblière, les infrastructures portuaires critiques, le grutage, le shipping, toutes ces compétences qu'ont les officiers de marine marchande nous intéressent. Alors, avant de détailler et de rentrer vraiment dans les métiers et les fonctions que vous proposez, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire. Moi, je suis de la promotion 98. 98 a été une année déterminante dans les relations entre la marine marchande et la marine nationale, puisque c'est l'année où on a arrêté le service militaire. En effet. Dans ces années précédemment, les marins marchands pouvaient rejoindre la marine nationale pour effectuer leur service, et même leur temps de navigation compté. Alors, pouvez-vous nous rappeler un petit peu ces temps et nous faire actuellement une petite actualisation de ce qui est possible avec la journée de défense et de citoyenneté? On va commencer par la journée de défense et de citoyenneté parce que c'est assez simple. C'est un dispositif légal qui concerne tous les citoyens français et dans lequel on rappelle les grands principes de la défense de notre pays. Donc, la défense du pays, ce n'est pas qu'une question militaire, c'est une question d'ordre politique et de posture nationale et de posture citoyenne. On analyse aussi, on propose en tout cas à tous ces jeunes gens qui, pendant une journée, découvrent les grands enjeux géopolitiques de la France dans un monde un peu complexe, quels sont les moyens de s'engager dans les armées ou de s'engager pour servir l'État. Et enfin, on a une partie dite civique sur laquelle, en fait, on rappelle les devoirs et droits du citoyen. C'est ce qu'on appelle la charte du citoyen. Et c'est juste un rappel civique de ce qu'est un citoyen au sein de sa nation. Oui, alors ça, on est en train de détailler ce qui est un petit peu ouvert à tous. Absolument. Et aux plus jeunes. Absolument. Maintenant, dans l'idée et dans la manière dont étaient pratiqués les échanges avec l'ENMM avant 1998, c'était un petit peu plus spécialisé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas... je sais qu'à Marseille, il y a une PMS qui a été ouverte. Je sais que Yannick Chenevard, député du Var, allait totalement également dans le sens de vouloir spécialiser les marins marchands avec un module marine nationale qui irait dans le sens d'un échange plus important. Qu'en est-il réellement aujourd'hui des possibilités pour les plus jeunes officiers de venir vous rejoindre? Alors, si vous voulez, le cœur de cible de ces compétences d'officier de marine marchande, elle est à 3 niveaux. Je vais développer un peu plus sur le premier niveau. Et le premier niveau, c'est la pépinière de l'ENSM, c'est-à-dire des futurs brevetés d'officiers de marine marchande. Et cela, en fait, on propose, en l'occurrence à l'ENSM Marseille, une PMS, une préparation militaire supérieure, marine marchande, pendant les vacances scolaires de Pâques. Donc, c'est une quinzaine de jours pendant lesquels il y a, si vous voulez, une acculturation au monde militaire, une acculturation aux capacités militaires de la flotte de la Marine nationale et une présentation de tous les grands métiers dans lesquels ces jeunes réservistes pourraient être employés. Alors, je crois que c'est assez récent. Alors, non, ce n'est pas très récent, ça a plusieurs années déjà, mais avec la crise du Covid, avec un certain nombre d'autres aléas, disons que le régime avait été un petit peu réduit. D'accord. Depuis, en fait, on a besoin des officiers de marine marchande et on a besoin de les acculturer, comme je vous le disais, le plus tôt possible. Et on envisage maintenant de créer une deuxième PMS, marine marchande, à Brest, et qui va concerner le NSM de Saint-Malo et le NSM de Saint-Nazaire. D'accord. Le Havre, bien sûr, qui participe également à la PMS Marmare de Marseille, je pense, serait sans doute intéressé par la PMS de Brest. D'accord. Donc, si vous en ouvrez une deuxième, j'imagine qu'il y a un engouement déjà à Marseille? Absolument. C'est une PMS qui a un franc succès. D'accord. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir offrir également des postes embarqués à ces jeunes officiers, mais c'est un
peu complexe dans la mesure où les bâtiments de premier rang, ce qu'on appelle de premier rang, sont très, très complexifiés. C'est une systémique de combat qui est assez complexe à appréhender et qui nécessite beaucoup de mois de formation. Ces mois de formation, les officiers de marine marchande n'ont pas nécessairement le temps dévolu pour pouvoir s'y consacrer. Alors, on n'est pas exactement comme on était avant, où on pouvait faire un service militaire complet. Là, on fait une préparation militaire supérieure. Et elle donne quoi, cette préparation ? Alors, cette préparation militaire, en fait, ça vous donne une clé d'entrée pour pouvoir faire de la réserve régulièrement. La réserve opérationnelle, ce n'est pas le service national. Okay. Ce sont quelques jours que vous dédiez à votre pays. Et ce sont, d'une certaine manière, un accord de gré à gré. Le gré à gré entre l'État et l'officier concerné. Quelques jours, ça fait combien de jours ? En moyenne, pour la cible que nous avons des officiers de marine marchande, ça serait 30 jours par an. D'accord. Et les contrats seraient de 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans. Alors, c'est 30 jours continus ou c'est non, 3 pas jours par mois ? Non, ça peut être une journée là, 3 jours, 15 jours plus tard. D'accord. En fait, l'officier réserviste est appelé, enfin proposé pour venir répondre à une mission, à une demande de la marine, et il l'accepte ou pas, en fonction de son niveau d'activité, en fonction de sa disponibilité peut-être. Voilà, absolument. Ok. Donc, des possibilités et de découvertes en début de carrière, qui étaient intimement liées jadis, mais qui sont, somme toute, toujours possibles à cette heure, sur implication personnelle. Alors, qu'en est-il également des candidatures qu'on pourrait qualifier de tardives sur la trentaine ou sur les quarantenaires, et qui n'auraient pas opté pour une préparation militaire, ou qui n'auraient comme seul bagage que la journée de défense citoyenneté ? Alors, effectivement, ce sont les deux autres volets de notre cœur de cible. Je vais dire les officiers déjà expérimentés, qui ont entre 30 et 45 ans, qui sont second capitaine ou capitaine, qui ont énormément de compétences, qui ont acquis une stature de marin qui nous intéresse, et on en a besoin dans les états-majors de force, pas forcément embarqués, mais dans les états-majors de force, pour apporter leurs conseils en termes de planification opérationnelle, en termes de vision et de lecture fine du monde maritime. Et ces officiers nous intéressent au plus haut point. Alors, vous le disiez, ils n'ont pas reçu de formation militaire, mais on est en train d'organiser dans un centre particulier de formation d'officiers des formations courtes qui permettraient de les acculturer. Certes, il faudra un peu de temps pour bien comprendre tous les rouages et tous les mécanismes de la Marine nationale, mais cette première approche, ce premier cours, ce premier contact est essentiel pour eux pour se sentir intégrés. Donc, parce qu'ils viennent avec leur bagage, mais il faut quand même l'adapter à la culture Marine nationale. Et puis le dernier volet, ça c'est plutôt le volet, disons la cible senior. Donc ce sont des officiers qui arrivent en fin de carrière et qui ont une expertise extrêmement affûtée. Et ces gens-là nous intéressent pour servir de conseiller spécial aux grands patrons de la marine qui sont justement projetés dans les opérations. C'est un petit peu comme un bras droit, si vous voulez, dans des opérations de projection de puissance où la marine marchande serait également sollicitée dans une opération conjointe. Là, on a besoin de ces expertises-là. Et ils seraient directement rattachés aux grands patrons, aux grands chefs militaires marine nationale. Alors du coup, concrètement, quel métier proposez-vous et surtout, quel profil et quelle spécialité maritime marchande recherchez-vous ? Des profils plutôt pont, plutôt machine, des compétences de niche, puisque l'éventail des compétences marchandes est assez importante, dans les nouvelles énergies, dans les glaces, voilà. Quel est l'éventail et quelle est la spécialité qui serait peut-être la plus recherchée chez vous ? Alors, il n'y a pas de spécialité plus recherchée, parce qu'en fait, la marine nationale va faire du recrutement choisi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des phénomènes de masse, on est sur des phénomènes de qualité et d'apport de compétences. Alors, on parle de qualité, en fait, vous cherchez vraiment la perle plus qu'en avoir 3 ou 4 de disponibles. Non, mais en réalité, comme tout le monde n'est pas disponible au même moment, il nous en faut 4, 5, 6 dans la même spécialité pour pouvoir avoir ces réservoirs de compétences que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Et donc, l'idée, il ne faut pas être grand sorcier pour comprendre que la France et l'Europe font face à des bouleversements géopolitiques de premier ordre. Et ça a des conséquences tout à fait fondamentales sur les vecteurs d'approvisionnement nationaux, qui sont l'essence même pour un État de survivre et d'avoir ses principes de souveraineté. Pas d'approvisionnement, faiblesse géostratégique absolue. Donc, la sécurisation de l'approvisionnement maritime est essentielle. Mais également tout ce qui est
câbliers. Le rapport Schoenvar l'a mis en évidence. La politique câblière européenne et occidentale est particulièrement fragile, et notamment nos DOM communs. Donc en fait, c'est des registres de compétences que nous cherchons dans justement les travaux sous-marins, les drones à grande profondeur, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais également tout ce qui est ferroroutage, grutage, protection d'installations portuaires critiques. Vous voyez, il y a des registres métiers très importants. Et puis, il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, des métiers, disons, plus lisibles, plus simples, qui sont des métiers soit embarqués sur des bâtiments de type patrouilleur ou de type, disons, de niveau technique assez accessible, soit comme ingénieur de car machine, soit comme chef de car, comme on le faisait autrefois. D'accord. Alors, je sais que certains d'entre nous sont déjà totalement convaincus par votre proposition. Mais de manière pratique, moi j'ai passé les 40 ans, on est déjà un petit peu liés à nos armements respectifs. Nous suivons des fois, nous avons des projets de construction neuve ou des projets à long terme avec nos armements, voire du développement de l'entreprise, de conduite générale. C'est pas forcément simple de se mettre à disposition d'un autre employeur. Et peut-être que notre employeur à nous n'est pas forcément ravi qu'on le quitte ponctuellement. Alors, comment dire concrètement, comment cela se passe-t-il? Comment peut-on se mettre à disposition de la Marine nationale? Excellente question. Tout d'abord, la Marine nationale, ce n'est pas une compagnie comme les autres. C'est une compagnie d'État, si j'ose dire. Donc, quand les grands amateurs s'adressent à la Marine, en fait, elle s'adresse à l'État. Et c'est l'objet, justement, des conventions et des protocoles qu'on met en place avec les armateurs de France pour essayer d'avoir des processus simplifiés et fluides pour que les armateurs de France laissent les volontaires en engagement à servir la réserve, ESR, pouvoir disposer du contrat dont on parlait tout à l'heure, 30 jours disséminés sur une année, et si on ne peut pas les faire, on ne les fait pas. Ces contrats-là existent déjà. Voilà, tout à fait. Donc, c'est en train de, la mise en place est en cours. Et normalement, si vous voulez, quand un officier de marine marchande est en phase à terre, après une longue période d'embarquement, il a un peu de temps libre, et ce temps libre, il pourrait le consacrer à son pays via un engagement à servir la réserve. D'accord. Alors là, en fait, on est sur une genre de base de congé sans solde. Comment compensez-vous cette mise à disposition? Est-ce que les personnes qui viendraient seraient défrayées? Il y a une compensation quelconque? L'État, c'est l'État. Oui. L'État, quand l'État recrute, l'État paye. Donc, il paye le transport, il couvre socialement, il couvre médicalement, nourrit, logé, blanchi, et de surcroît, chaque réserviste, quand il s'engage à servir dans la réserve opérationnelle, a un contrat dédié où la solde, si vous voulez, c'est le salaire, la solde de base minimale est de 105 € par jour, et c'est défiscalisé. Et en fonction du grade, vous êtes payé un peu plus. Et quand vous faites des périodes de réserve, vous montez en grade au fur et à mesure sur des durées de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. D'accord, très bien. Je pense que c'est très clair. Vous pouvez peut-être nous faire encore un peu rêver? On peut voir un peu du pays ou... Oui, bien sûr, mais je voulais juste rappeler, pour ceux qui aiment servir à la mer, qu'importe l'uniforme, les valeurs cardinales de la marine sont honneur, patrie, valeur et discipline. Et je crois que ces 4 valeurs cardinales-là nous réunissent tous. Eric, merci énormément de nous avoir reçus aujourd'hui sur cette très belle base navale, sous ce beau soleil varois. Il n'y a plus qu'à conclure. Comment fait-on pour vous rejoindre? Alors, je vous engage à aller sur le site lamarinerecrute.fr, onglet « Être marin de réserve ». Très bien. On vous mettra tous les détails au pied de la vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, de liker. C'est toujours très précieux pour nous. Merci beaucoup, Eric. Merci. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.